C'est la première fois que je vais raconter cette histoire, c'est dingue, je suis ému parce que c'est encore récent aujourd'hui. Avec la maman à Leclerc, elle dit: «Mets ça dans ta poche», tu comprends que on peut pas le payer. Du coup, là, ça y est, ça regarde plus ce qui se passe entre mes mains, ça regarde mon poids maintenant. Tu vu, tu dit aussi simple Mais pour c'est moi, quoi ça? Mais quand je dis que c'est de la sorcellerie? Bonjour à tous et bienvenue dans la Voix 2 pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai un invité que je voulais avoir depuis un moment déjà. Ah ouais, depuis un Oui, moment? franchement, Ça tue. je me suis dit, est-ce que je l'invite pas, je lui demande pas. Après, je me suis dit, attends, qui ne tente rien à rien? Et franchement, ultra sympa, Eh ben, ça ultra fait plaisir. accessible. Et franchement, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Ça tue. Après, t'as eu Kader Bueno, pas Marcus Gilbert, regarde tranquille. Tu restes quand même un grand artiste à Ça mes tue. yeux. Non, ça fait plaisir, ça fait Et plaisir. justement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui te connaissent en tant que magicien, Mhm. grâce à tes vidéos, grâce à tes passages sur scène. Mais moi, dans la voix 2, c'est vraiment l'homme qui se cache derrière l'artiste qui m'intéresse. Ouais, Comment ça va, Kader? ça va très bien et toi? Bien, tranquille? Tu Ça te sens va. bien? Dieu merci, ça C'est va. toujours la question que j'aime bien poser, moi, avant de commencer, c'est comment est-ce que mes invités se sentent? Bah écoute, franchement, au top, hein, la vérité. On a dû travailler pour arriver à ce cheminement de se sentir bien, mais ouais, Ok, très bien. pourquoi travailler? Bah parce que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et on a connu pas mal de bas dernièrement, et là, je pense qu'on est assez stabilisé dans un niveau assez correct où on se sent super bien, alhamdoulilah. Alors, dis-moi, avant d'être magicien, même humoriste, je dirais, ou tout simplement artiste, qui est Kader? Kader à la base, est un enfant blessé. Kader, à la base, c'est un enfant qui a connu un accident à l'âge de 2 ans, qui a fini hospitalisé. En Tunisie au départ, parce que je vivais en Tunisie quand j'étais petit. Et, euh, et après, j'ai grandi. On est venu en France pour me soigner à la base et on est resté en France. Et du coup, j'ai grandi avec une cicatrice sur la tête. Et je me cherchais, je me créais des personnages, je me créais une personnalité, je créais une carapace pour pouvoir vivre avec cette cicatrice sur la tête. Tu me dis que tu as été un enfant blessé, donc si je comprends bien, tu as eu un accident. Ouais, j'ai eu un accident, une brûlure exactement. Ok, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ce qui s'est passé? Bah, un 20 juillet, jour de mon anniversaire, j'avais 2 ans. Moi, j'ai pas de souvenirs, j'ai juste enfin, des flashs de bruit. Quand je t'en parle, je ressens le stress, je ressens la boule d'énergie ici, mais j'ai pas les images en réalité, tu vois. Donc, c'était mon anniversaire, le 20 juillet, j'avais 2 ans, et une casserole me tombe dessus, et c'est de l'eau bouillante. C'était un plat tunisien qui était sur le feu, qui s'appelle l'amlokhia, que tu connais Bien sûr. logiquement. L'amlokhia qui reste sur le feu plus de quasiment 6 heures. Une fois que ce repas était prêt, et la casserole me tombe dessus. En vrai, je dis de l'eau bouillante pour aller vite, mais c'est une Hmm. lokhia. Elle me brûle la jambe, le dos et la tête. Elle me brûle tout ça au niveau du crâne. Et voilà, C'est une ça m'a grosse laissé. brûlure, ça, donc tu as été brûlé à quel degré? Ouah, degré. Je suis parti, je suis revenu. Te dire quel degré, je saurais pas te dire, mais voilà, ma tête a fondu, quoi. Oh waouh, Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une grande cicatrice au niveau de la jambe. ok. Le dos, ça va, on voit plus grand-chose, parce que j'ai grandi. Et voilà, aujourd'hui, si je porte une casquette, un bonnet, toujours sur mes vidéos, je cache toujours un petit quelque chose, quoi. Est-ce que un jour tu aimerais pouvoir te dévoiler? Je le sais que dans la vie de tous les jours, avec mes amis et tout, à la maison, je le dévoile. C'est juste que sur Internet, je sais que les gens, ils sont méchants, mais sinon, à part ça, j'ai pas de problème avec. Genre, je suis fier de mes cicatrices en soi. Ok, parce que en fait, tu me dis que devant les gens, bon bah parce que tu sais que les gens sont méchants, etc. Mais t'as jamais pensé à en faire ta Pas devant force les gens, sur Internet, c'est sur différent. Internet? Ok. Et t'as jamais cherché à en faire ta force sur Internet? Bah, sur scène, j'en parle. Mais maintenant, donc, créer une marque de fabrique, coucou, je suis le magicien cicatrisé. Regardez, ma tête ressemble à une balle de tennis, puisque des cicatrices, non, c'est pas. Je vois pas l'intérêt. Si demain, je vois l'intérêt de le montrer, de jouer dessus pour pouvoir aider d'autres personnes à se sentir bien, je le ferai. Mais moi, personnellement, tout de suite, là, je vois pas l'intérêt. Ok. Demain, dans un film, on me demande de retirer la casquette pour jouer un rôle où la cicatrice correspond, je le ferai. Et t'avais 2 ans. Aujourd'hui, tu en as. 30. Ça laisse quand même des marques, donc physiquement, bien sûr. À 2 ans, on est très jeune, donc il y a des choses qui nous marquent, bien sûr, mais on peut oublier. Toi, est-ce que tu estimes que tu as oublié ou est-ce que jusqu'à aujourd'hui, psychologiquement, ça te marque? Non, en vrai, c'est qu'une fois que tu es blessé petit, tu grandis dans une atmosphère où même les gens autour de toi, les plus proches, enfin tes parents, tes frères et tout,
attention ton frère le mesquine, attention, tout le temps faut faire attention à lui. Genre, t'as un traitement différent des autres, tu vois. Mmh. Bon, tu t'en rends pas compte, tu grandis avec, mais c'est quand tu grandis que des fois, t'as des peurs qui se créent, et ces peurs-là, je me dis, mais pourquoi j'ai peur de certaines choses? Et en fait, je me dis, ben, en fait, j'ai juste été trop chouchouté, j'étais trop protégé parce que j'étais l'enfant qui faisait de la peine, tu vois. Et tu sens que ça a été un frein dans ta vie? Un frein, non, je dirais que c'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien parce que, on va dire, c'est tout ce. Comment t'expliquer? Tous ces i qu'on fait que au final, ça mène à un résultat. Ça formait une équation qui est moi aujourd'hui. Je suis très content de ce résultat. Quel type d'enfant est-ce que tu étais? Quel genre d'enfant est-ce que tu étais? Est-ce que cet accident a, entre guillemets, influencé la manière dont tu as développé ta personnalité, dont tu as grandi? Bah, à la base, j'ai toujours été timide, réservé. Euh, j'avais peur un peu de l'extérieur. J'avais, j'avais, fallait que je me crée un personnage depuis tout petit pour être différent des autres. Parce que dès qu'on me voyait, on voyait que j'avais un trou sur la tête. C'était bizarre. C'est-à-dire, si j'allais jouer au foot avec un groupe, et à un moment, ils peuvent dire ne mets pas la tête parce que tu vas infecter le ballon. Toi, quand t'es petit, ça te fait mal d'entendre des trucs comme ça, on joue pas avec lui. Et quand ça joue au foot, t'es le dernier à être choisi. C'est pas pour mes capacités footballistiques, je te rassure. Et du coup, chaque fois, on veut pas de toi, c'est bizarre. Du coup, tu crées un personnage, soit tu vas te montrer hyper fort, regarde, je peux casser des stylos avec mon bras, je peux casser un arbre. Tu vas créer un délire pour que les gens disent, ouais, regarde, il est trop fort, il sait faire ça. Donc, quand j'ai découvert la magie, et ça m'a donné un super pouvoir où les gens regardaient ce qui se passait entre mes mains, ils regardaient plus ma tête. Waouh, c'est lourd de sens ce que tu es en train de dire. C'est dingue, hein. Vraiment, les gens, c'est-à-dire, ils me voyaient, il y avait ce truc de ah ouais, il a un truc sur la tête, mais attends, mais il sait faire, regarde, il sait faire ça. Ah bon? Oh, c'est génial. Attends, mais regarde, refais-le. Et du coup, les regards, ils sont partout, plus sur ma tête. Et justement, c'était la question que je voulais te poser. Comment la magie est arrivée dans ta vie et à quel moment est-ce que c'est arrivé du coup? En fait, bizarrement, j'ai toujours été fan de tout ce qui était mystique, tout ce qui pouvait être paranormal. C'est-à-dire, depuis tout petit, quand j'avais, par exemple, à la télé, les 30 histoires les plus mystérieuses, c'était là. Quand il y avait le magicien qui avait masqué, qui expliquait des secrets, j'étais là. C'est un truc qui me parlait. Il y a un magicien qui est venu nous voir à l'école en Tunisie, j'étais en primaire. J'étais en Tunisie, dans mon village à Ras Jbel, et il y a un magicien qui est venu nous voir, et il nous a fait des tours de magie. C'était pas ouf en vrai, il apparaît un drapeau dans une bouteille en verre, tu te dis bricole, mais sur le moment, comment j'ai vécu le truc, j'ai ressenti une sensation qui était incroyable. C'est mon premier contact avec la magie. Je me suis dit, c'est ouf ce que je viens de voir. Pour moi, c'était un monsieur qui avait un pouvoir de dingue. Donc j'ai ça dans un coin de ma tête. Je sais qu'à partir de là, j'aime la magie, mais je sais pas ce qu'on pouvait en faire. Dans ma tête, c'est un don, c'est quelque chose. Après ma blessure, on va dire, à l'âge de 2 ans, on a laissé cicatriser toute mon école primaire, on va dire. Vers la fin de mon école primaire, j'ai eu des complications au niveau de ma cicatrice sur la tête. Fallait que je me fasse opérer. Je me fais opérer en France. Donc on vient en France, je suis en primaire. Et quand je viens en France, je suis en primaire. Et là, j'étais à l'hôpital Saint-Louis. Et il y a un magicien qui est venu. Il fait le tour des chambres des enfants. Et là, c'était mon deuxième contact avec la magie. C'était encore une fois un waouh. Mais sauf que là, j'étais privilégié. Et c'était un magicien de France. Genre, c'est pas le magicien du Oui, bah bled oui. avec sa bouteille et son drapeau. C'est un magicien. Il avait des accessoires, il avait des faux pouces, des fils, des trucs de dingue. Genre, je savais pas qu'on pouvait atteindre à ce niveau de magie, tu vois. J'ai fait waouh, j'ai kiffé. Deuxième contact avec la magie, c'est dingue. C'est à ce moment-là que tu es tombé amoureux de la magie? En fait, chaque fois, j'ai un contact et paf, c'est un contact puissant qui se fait, Ok. tu vois. Et du coup, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital. Ma mère, pour des problèmes de famille et tout, ma mère a dit écoute, on reste en France, on rentre plus en Tunisie. Ok. Donc, moi, je suis T'avais quel genre, âge? j'étais en CM1, CM2, CM1. Ok. Ok. Là, ma mère a dit on reste là. Sauf que moi, je suis venu me faire soigner à la base. Du coup, on reste là. Mais je parle pas un mot français. J'ai grandi au bled. Je parlais pas un mot français. On me disait bonjour, je disais Aïd Mabrouk, tu vois. Donc, je suis à l'école. On se retrouve à Aubervilliers. Et à l'école, il y avait ma petite sœur qui avait une copine qui s'appelle Chloé. Et c'est la première fois que je vais raconter cette histoire. C'est dingue. Je suis ému parce que c'est encore récent aujourd'hui. Enfin, c'est. Wouh. Attends, je te raconte ça. Vas-y, je t'écoute, je suis là En pour fait, ça. ma petite sœur, elle avait une copine qui s'appelait Chloé et son papa à Chloé, il était magicien. Il venait la chercher à l'époque à l'école et cette Chloé, elle a un frère qui s'appelle Kevin qui est le meilleur pote à mon frère.
Donc, mon frère et ma sœur, leurs meilleurs amis, leur daron est magicien. Mhm. Mais c'est incroyable. Genre, moi, je suis là. Je ne veux pas d'amis. Je veux juste être ami avec eux parce que leur daron est magicien. Moi, mes frères, ils s'en foutent. Sauf que moi, je suis là tous les jours à voir Chloé. Chloé, est-ce que ton père il va venir te chercher demain? Est-ce que ton père il va faire? Est-ce que ton père il va te ramener le goûter? Est-ce qu'il va venir à la piscine ce week-end? Et dis-toi que dans la ville, je suivais son père à la trace. C'est-à-dire, s'il y avait un événement dans la ville où il y avait son père, j'y allais. Il y avait une fête de Noël pour les familles un peu démunies et tout. On était invités par la ville avec ma mère et tout. On est allé et il faisait de la magie. Et ma mère et moi, on le suivait à fond. Mais dis-toi, j'étais un harceleur, genre vraiment. Donc du coup, il se passe quoi? Il voit que vraiment chaque fois je demande, jusqu'à je la saoule, c'est de l'harcèlement à ce niveau-là, d'aller voir Chloé tout le temps, lui poser 40 fois la question, est-ce que ton papa il va être là? Et je lui dis, est-ce que j'arrive à me débrouiller pour lui dire, je veux acheter moi aussi de la magie, s'il te plaît, demande à ton père, adresse, tout ça, truc. Et demande à son père, et il m'écrit un petit post-it, il a écrit la boutique Passe-Passe, 23 rue Hermel, Paris 18e. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle, cette boutique n'existe plus, hein. Ok. Je montre à ma mère le post-it et tout, je lui explique tout ça. On prend le métro, on y va. On est perdu, deux Indiens dans la ville avec ma mère. On cherche une boutique de magie, on trouve pas un truc. C'était dans un immeuble un peu caché et tout. On y va. Et là, waouh, t'as vu la sensation que j'ai ressentie en Tunisie avec le premier Hmm. magicien, à l'hôpital, le daron de Chloé. Genre à ce moment-là, je rentre dans la boutique, tout est réuni. J'ai trouvé le secret de tout le monde d'un coup. Waouh, osmose, lumière, jackpot. C'est là mon refuge, c'est là où je me sens le mieux, dans une boutique de magie. On achète quelques accessoires, mais c'est cher. Par contre, c'est cher la magie, attention. C'est très cher. C'est un sport Ok. de riche. C'est pas. Ok. Ouais, en magie, allez, par exemple, tu vas prendre un accessoire, un fil, un simple fil pour faire voler un mouchoir. Ce fil-là, il va coûter 45 euros. Un fil. Donc 45 euros, t'es maman au foyer, tu veux acheter ça pour ton fils, tu réfléchis 4 fois, Ouais. sachant s'il veut 4 tours, t'es morte. Du coup, on est dans cette boutique, on achète 2, 3 accessoires et tout, on est tout content. Ça y est, j'ai trouvé mon délire, c'est ça, je vis que ça, je respire ça, je mange que ça. Ma mère elle se dit, bon, donc mon fils, il faut pas de bêtises, il est à fond dans ça, Oui. qui fait, tu vois. Je kiffe. Le papa de Chloé, il déménage, les parents, je le vois plus du tout, mais Chloé et ses frères, ils sont là à Aubervilliers, toujours, je vois leur maman, mais leur papa n'est plus là. Donc du coup, moi, j'ai plus de nouvelles de ce monsieur. Moi, à partir de là, de cette boutique, je découvre une autre boutique, je découvre des magiciens, je découvre trucs, je rentre dans un univers. Et, j'ai un savoir-faire entre mes mains, je ne m'en rends pas compte. À quel moment je me dis que j'ai un savoir-faire et je peux l'utiliser? C'est le jour où nous, on a eu des problèmes, un gros problème dans ma famille, un problème financier. Et pour manger, il n'y avait pas le choix, je suis sorti dehors, j'ai posé un chapeau dans la rue et j'ai fait des tours de magie à des gens. J'étais à Beaubourg, centre Georges Pompidou, je posais un chapeau. J'ai fait des tours de magie dans la rue à des gens, ils posaient de l'argent. Je me dis, c'est dingue parce que j'ai vu un clown faire des sculptures de ballons. J'ai vu plein de gens, plein d'artistes faire jongler avec des ballons et tout. Et je me dis, moi aussi, je peux faire ça. Je me suis mis à faire ça. Je passais toute l'après-midi à faire ça. Je rentrais chez moi avec un sac de pièces. Il y avait 60 euros, 80 euros, des fois 150 euros. Des fois, il y a un touriste qui était de bonne humeur qui passait, qui pouvait te lâcher 100 euros d'un coup. T'avais quel âge, excuse-moi, à cette période-là? Là, j'étais au collège. C'est-à-dire que t'as eu le sens des responsabilités très jeune. Attends, ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Dis-toi Ok. que depuis mon collège, on va arriver à la suite de l'histoire. Attends. Là, je suis en train de te jeter les pièces Oui, du bien sûr, puzzle et à un excuse-moi. moment, ça va faire une image. Ok. Ok. Donc, du coup, au collège, voilà, je suis tous les jours après l'école à Beaubourg, je fais des tours de magie, je ramasse de l'argent. C'est pas de la mendicité, tu vois, c'est vraiment c'est de l'art au chapeau, c'est dans la rue, c'est du spectacle. Ma mère, elle est au courant. Elle se dit, bon, il n'y a pas trop le choix. En même temps, c'est de l'argent halal. Mon fils, il vole pas. Bien sûr. Profitons, ça met un peu de beurre dans les épinards. Il n'y avait même pas d'épinards. Bref. Ouais, c'était ça. Et après, fin collège, début lycée, j'ai arrêté un peu d'en faire dans la rue parce qu'on m'appelait pour faire ça dans des terrasses de café. Donc j'étais Ok. directement payé. Je suis venu un jour, un monsieur il m'a dit, c'était le Birou de café à Châtelet. D'accord. C'est un café qui s'appelait le Birou de café, je me rappelle, c'était les Libanais qui tenaient ça. Il m'a dit, écoute, fais pas ça dans la rue, viens chez moi, je te donne directement 60 euros, viens dans ma terrasse. Génial, ça veut dire là, je sais que quoi qu'il arrive, j'y vais, je rentre avec 60. Je ne vais pas me dire je vais rentrer avec moins Hmm. ou pas, ou T'as un plus fixe, c'est quoi. possible parce que les Hmm. gens ils donnent des pourboires. Mais moins minimum, je me dis, ah, c'est cool, j'ai une sécurité là, j'ai 60 balles qui tombent. C'est cool au collège de dire tous les jours tu vas, tu as peut-être 60 balles, tu rentres. Bien Bref. sûr. Et après, on m'appelle dans une autre terrasse, moi je te propose plus, une autre terrasse, un autre café, un pub, une boîte, une chicha. Et du coup, je commence à faire 3 établissements par soir. Je prenais 100 euros là, 100 euros là, 100 euros là, je faisais 2 heures, 2 heures, 2 heures.
Je faisais ça jeudi, vendredi, samedi, dimanche dans des chichas. Genre, je mettais une veste de costume qui n'était pas à ma taille. Je faisais vraiment le magicien. Et, et voilà, j'étais en première. Je gagne plus qu'un salaire. J'aide ma famille. J'ai une stabilité financière. Enfin, stabilité, c'est pas déclaré. Bien sûr. C'est ce que je touchais aux blagues, tu vois. Mais voilà. Donc, ma mère fière de moi. Et moi, en fait, durant tout ce temps, ça me faisait progresser. T'as vu tout le collège, lycée, là, dans la rue, dans les terrasses et tout? J'ai pris un niveau, je m'en rendais pas compte en vrai. Attention les chevilles, hein, mais en vrai, je me rendais pas compte. C'est que c'est une fois que j'étais sur scène, j'ai commencé à faire des scènes ouvertes et que j'ai vu le niveau qu'ils avaient des artistes sur scène et moi à côté, 18 ans, ils avaient la trentaine. Et je me suis retrouvé dans tous les plateaux d'humour de Paris, du moment. Et là, sur une scène ouverte, il y a le directeur artistique du Jamel Comedy Club qui me dit viens faire un passage chez nous pour tester. Je viens tester chez eux sur une scène ouverte. Il y a Jamel Debbouze dans la salle. Il dit on le veut lui pour la semaine prochaine dans l'émission sur Canal+. J'ai 18 ans. C'est dingue. Toujours avec mon chapeau en train de cacher mes cicatrices. Je suis là. Sachant qu'entre-temps, il y a eu des allers-retours à l'hôpital en seconde, terminale et tout. J'ai fait plein d'allers-retours. C'était à la période du bac. 18 piges, je vais passer le bac. C'était à la même semaine que les épreuves du bac. Le tournage du Jamel Comedy Club. Là, je me suis posé à table avec ma mère. Je lui ai dit maman, écoute, tu veux le bac, je vais ramener le bac, j'y suis là. Cette semaine, je peux aller le chercher. Mais là, il y a le Jamel Comedy Club. C'est une opportunité de toute une vie. Et j'ai pas envie de la rater, la vérité. Moi, j'ai envie d'y aller. Mais maintenant, si toi, en tant que maman, tu veux absolument le bac et ça te rend heureuse, je vais chercher le bac. Elle m'a dit mon fils, fais ce qui te semble le mieux. T'es grand, visiblement, tu sais ce que tu fais. Tu nous as ramené de l'argent durant tout ce temps. Si tu sens que c'est bien pour toi, très bien, j'ai pris mon sac, je l'ai jeté. Je suis allé au tournage du Jamel Comedy Club, j'aurais pas dit que c'était le bac, rien. J'ai tourné mon émission, ça s'est bien passé. Ça fait des millions de vues le lendemain, c'était mes premiers millions de vues, j'étais tout content. Et après, je signe chez un producteur. Et de fil en aiguille, je commence à faire des vidéos sur Internet, ça fait des vues. Et on m'appelle pour tourner dans la web-série Les Secpa, qui devient après un film, le film de Netflix. Et en fait, ça évolue avec le temps. J'ai pas eu un grand boom, un buzz d'un coup, tout le monde, oh, c'est qui ce mec du moment? J'ai jamais été mec du moment. Je suis monté petite marche par petite marche, petite marche. Mais vraiment, genre, En fait, t'as écrit ton histoire en silence, quoi. T'as pas fait beaucoup de bruit, en j'ai vrai. pas fait de bruit. T'as vu? Mais on Après, sait qui t'es. Sans avoir fait énormément de bruit, on sait qui t'es. bah, ça me touche énormément ce que tu viens de dire parce que moi, je m'en rends pas compte. On me le dit par moment, mais moi, je m'en rends pas compte. Moi, genre, la vérité, voilà, je suis personne. Et j'ai pas envie d'être quelqu'un. T'as vu ces petits pas que je suis monté? Et j'en parlais avec mon voisin qui est Mac Taylor. Il est tout le temps dans une mentale où il cogite, il est très philosophique ce monsieur. Il m'a dit hé gros, t'as vu toi, t'as mis des fondations solides. J'ai dit ok. Il me dit t'as vu, t'as pas eu de boom. Le jour où t'auras un grand boom, c'est toutes ces petites marches que t'as posées avant de péter pour toi. J'ai dit ok, bah écoute, génial. Peut-être un jour j'aurai un grand boom, peut-être je l'aurai pas. Mais Dieu merci, je vis convenablement sur mes petites marches. J'ai eu un spectacle, j'ai tourné avec dans toutes les villes de France. J'ai commencé vraiment par des petites salles de 40 personnes, 50 personnes. Aujourd'hui, je fais des 600, 700 en province. Genre, je kiffe. Il y en a, ils font des zéniths, c'est incroyable. Mais moi, à mon échelle, je kiffe de dingue. Tu sais quoi, voilà, quand je prie, je demande à Dieu, Hamdoulah, j'en veux pas plus, et pas moi non plus, tu vois. Plus, c'est toujours bien, mais la vérité, ça doit s'arrêter là, ça s'arrête là, c'est très bien. T'as vu, viens, on gratte pas plus. Si je dois prendre un risque, je le prendrai pas. Bref, je kiffe tout ça. Est-ce que c'est parce que tu sais à quel point déjà t'as galéré, on va dire, pour arriver là où tu en es aujourd'hui et que c'est pas que tu te satisfais du minimum, mais en gros, là, à ma place, je suis bien. Non, mais en fait, tous les jours, je bosse. Regarde, là, je bosse sur un nouveau spectacle, de nouveaux concepts, de nouveaux trucs. Je prends tout le temps des risques de créer. Regarde, j'ai fait de la musique cet été, j'ai sorti un clip, je fais des sons. Il y en a, ils sont déçus. Mais qu'est-ce qu'il fait, le magicien? Je fais ce que j'aime. Donc, en vrai, si je le fais pour me faire kiffer moi, chacun trouvera chaussure à son pied, ça plaira à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'autre. Si ça te plaît pas toi, ça plaira à quelqu'un d'autre. Et si ça plaît qu'à une personne, c'est pas grave, ça plaît à une personne, c'est très bien. Qui est moi au final. Moi, ça me plaît, je le fais pour moi. Et quand tu fais quelque chose pour toi, ça plaira aux gens, quoi qu'il arrive. Ça, je l'ai appris. Donc, au final, ce que je veux dire par là, c'est que tu as vu tout ce cheminement, toute cette histoire-là, au final, je suis devenu Kader Bueno. Là, j'ai reçu un message il y a à peu près une semaine. C'est là où je veux te dire, c'est dingue. J'ai reçu un message il y a une semaine d'un mec qui s'appelle Kevin sur Instagram. Je reconnais le prénom, Kevin, le Wengo, je connais le nom. Ce Kevin, le frère de Chloé.
Ok, wow. Écoute, là, moi, j'ai plus de nouvelles depuis le lycée. Je l'ai croisé dans la ville, mais c'est pas non plus mon copain. Écoute bien. J'ai envie de limite te faire écouter le message. Donc, du coup, Kevin, il m'envoie un message. Ouais, Kader, ça va ou quoi? Tu vas bien? Je me dis, bon, message nostalgique, un ancien de la ville. Son daron, je sais qu'il était magicien à l'époque. Il veut prendre de mes nouvelles, ça fait plaisir. Moi, je lui réponds en vocal. Je lui dis, ouais, Kevin, ça va ou quoi? C'est un truc de gueudin. Tu m'envoies un message. Comme par hasard, écoute, j'étais au Niger en voyage humanitaire avec Life. On a fini la distribution. Je me suis posé sur le pick-up, fatigué, jour de jeûne, mort sous le soleil. Je lui dis, Wallah, j'ai pensé à qui? J'ai pensé à ton daron. J'ai pensé à ton daron. Je me suis dit, il devient quoi ce monsieur? Parce que je sais qu'il était parti dans le sud, il Hmm, fait de la magie dans les trucs à Saint-Tropez et tout, dans les trucs un peu hmm. hype, tu vois. Je me suis dit, il devient quoi ce monsieur? J'aimerais trop le revoir après tout ce temps, tu vois. Genre, je suis dans un stade dans ma vie, je suis dans un nouveau spectacle, de nouveaux projets, je suis en voyage humanitaire, je suis dans un repos, j'ai pensé à ce monsieur. Je lui dis, j'ai pensé à lui, là, il y a 48 heures, je viens de rentrer. J'ai pensé à lui sur le pick-up. J'ai pensé à ton père. En tout cas, qu'est-ce qui te vient? Ça fait plaisir. Dis-moi tout, Kevin, tu m'écris. Il me dit, ouais, justement, je t'écris pour ça, par rapport à mon père. Il m'a dit, t'as vu, tu te rappelles, à l'époque, mon père était parti et tout. On a repris contact avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. Et mon père, il lui reste quelques jours à vivre. Oh, wow. Je fais, ah ouais, genre, c'est comme. Je savais plus quoi dire. J'ai pensé à lui là, durant tout ce moment-là. T'as vu, depuis le post-it, j'ai plus de nouvelles de ce monsieur. Depuis ma primaire, j'ai de ce post-it-là. C'est-à-dire, moi, ma vie, d'à partir de ce post-it, ça a commencé. J'ai plus de nouvelles et son père, en fait, lui a posé la question, il devient quoi ce garçon qui me suivait à l'époque? Genre, en fait, ils sont posés à côté de lui, toute sa famille, il lui rappelle les bons moments. Ils sont là sur les derniers moments, ils sont en train de lui rappeler les bons moments. Et lui-même, le daron, il dit, il devient quoi ce garçon et tout, qui me suivait et tout. En fait, je lui dis, mais t'as demandé ça quand? Il me dit, dimanche. Je lui dis, bouge pas, je t'envoie ma capture d'écran de recherche Google. J'ai écrit son père, le nom de son père sur Google. Euh, Michael Ange, Luengo, magicien. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles avec Waouh, son c'est prénom, son nom de fou. scène, la ville, Aubervilliers. J'ai tout mis pour le retrouver. Je l'ai pas trouvé parce qu'il est pas trop sur les réseaux, ce monsieur. Et il me dit ça. Donc moi, je me dis, waouh, dinguerie. Et tout. Et il fait des chimios et tout. Et il me dit, écoute, ils ont arrêté les chimios. Là, faut juste attendre. Il n'y a plus grand-chose à faire. Et il me dit, ouais, si tu peux envoyer une vidéo à mon daron, ça lui ferait plaisir. Je vais à la boutique de magie, pas celle qui a fermé, une nouvelle, et je lui fais ma vidéo. Je lui dis, bonjour monsieur Luengo, bon, on va se tutoyer. Voilà, je suis dans une boutique de magie, et aujourd'hui, je suis là grâce à toi. C'est toi qui m'as donné l'adresse de la première boutique, 23 rue Hermel. Tu te rappelles de ce post-it-là et tout. À l'époque, j'ai harcelé Chloé. Je lui disais que carrément, je me posais devant la piscine municipale parce que lui, le dimanche, il allait à la piscine tout le temps. Donc, je me posais devant la piscine. Dès qu'il allait à la piscine, je rentrais. J'attendais qu'il finisse sa longueur pour lui demander un tour de magie. Je lui ai rappelé tous ces moments-là où je l'harcelais et tout. Et il a rigolé et il s'est dit, c'est dingue. Et carrément, genre, ça l'a touché parce qu'en fait, au final, je lui ai dit, merci pour ce post-it. T'as semé une graine de magie en moi qu'aujourd'hui, qui a poussé. Aujourd'hui, mon but, c'est de donner le sourire à des milliers de personnes. Et en fait, c'est grâce à toi. Donc, si tu pars aujourd'hui, dis-toi que tu as fait quelque chose de bien vis-à-vis d'un jeune garçon de banlieue de cité qui était perdu, qui savait pas quoi faire et qui avait une cicatrice sur la tête. Est-ce que tu dirais que tu es reconnaissant envers cette personne? Eh ouais, enfin, reconnaissant, j'avais perdu contact. Le contact, c'est lui qui est revenu vers moi genre, à ces derniers instants. Et en fait, au final, c'est que ce monsieur-là, tu vois, je lui envoie la vidéo et carrément après, il m'appelle et je parle avec lui. Il était branché et tout. Il me dit, écoute, là, je vais sortir la semaine prochaine. Je vais aller dans une maison de repos parce que voilà, ils vont plus me traiter et tout. C'est le temps que il est à La Rochelle. Je lui dis, moi, je viens à La Rochelle, on passe du temps ensemble, je ramène des accessoires, des gimmicks, des trucs, des nouveautés, des trucs que j'ai fabriqués moi. On squatte magie, on parle magie et tout. Et il me dit, ouais, trop bien et tout. Et carrément, il est content d'avoir de la visite et tout dans le sud. Donc moi, je me dis, je vais aller. Dans ma tête, je sais que je fais la première du spectacle, là, le 22. Dès que je me suis débarrassé de cette première, je vais prendre le temps d'aller voir ce monsieur et de squatter avec lui. Allez, on va dire 48 heures après ma prise de contact, l'échange que j'ai eu avec lui, Kevin il m'envoie un message et me dit notre magicien est parti. J'ai même pas eu le temps. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je me suis dit, mais en fait, au final, regarde, je suis en train de courir, moi, pour mon spectacle, pour mes affaires, pour trucs. En fait, la vie m'a empêché à ce moment-là d'y aller, mais je pouvais pas le deviner. En fait, je m'en veux pas. Et puis, je me dis, ça s'est bien fait. En même temps, ça aurait pu mieux se faire. Alhamdoulilah, le hal, t'as vu. Tu culpabilises? Bah, j'aurais voulu le voir, squatter un peu avec lui, peut-être. Je sais pas si, si,
si je culpabilise parce que j'aurais voulu le voir ou parce que j'aurais dû y aller direct. Tu te dis pas que tu aurais pu ne jamais avoir de nouvelles? Ouais, c'est vrai. J'y ai pas pensé à cette hypothèse. Si tu en as eu, c'est que tu devais en avoir. Ouais. Si tu ne devais pas le voir, c'est que tu devais pas le voir. Ah, mais je te Peut-être jure, peut-être que ça t'aurait fait plus de mal qu'autre chose de le voir dans cet état, par exemple. je l'ai vu en vidéo dans cet état-là, tu vois. Et puis, je pense que moi, ça m'aurait fait, d'un côté, ça aurait fait plaisir à l'enfant que je suis de lui montrer tout ce que je sais faire maintenant, en fait, tu vois, grâce à lui. Et Genre, tu... je sais que j'aurais pu le bluffer sur des effets. Oui. Il m'aurait supplié de me dire comment t'as fait. Genre, j'attendais ce moment. Et est-ce que tu penses lui rendre hommage dans tes prochains spectacles d'une certaine manière? Parce que c'est Bah, quand même ton commencement. la vérité, le fait d'en parler aujourd'hui pour la première fois, pour moi, c'est lui rendre un hommage, tu vois. Hmm. Mais maintenant, le faire sur scène pour en faire un fonds de commerce, je sais pas, ça se réfléchit en fait. Avant de faire quelque chose, j'essaye de vraiment de connaître mon intention avant. Est-ce que je vais le faire pour faire le buzz, pour dire oh l'histoire elle est touchante, les gens ils vont venir voir le spectacle. Ah, faut que j'arrive à équilibrer le truc, de me dire si je suis convaincu vraiment que c'est pour moi, parce que ça me touche moi, je le ferai. Et s'il y a une once de pensée de me dire c'est pour l'histoire, pour la fame, pour le truc, je le ferai pas. Ok. Quelle a été ta plus belle expérience durant ton parcours jusqu'à maintenant, si tu devais en retenir qu'une? Ma plus belle expérience. Celle qui t'a touché, celle qui t'a marqué, celle qui t'a fait tirer une petite larme, celle qui t'a rendu fier, si tu devais en garder qu'une. En garder qu'une. Ah ouais, Ouais. t'es dur. Attends, je Ce serait trop réfléchis. facile sinon. Mais en fait, toutes les histoires que j'ai vécues en lien avec la magie, elles sont toutes différentes. Je peux pas en choisir une. Il y en a, elles vont être des histoires très drôles. Il y en a, elles vont être touchantes. Il y en a, elles vont être... je ne saurais pas t'expliquer. J'ai visité des enfants malades dans des hôpitaux. Leur histoire m'a touché. J'ai pas envie d'enlever ces histoires-là. J'ai vécu des histoires avec des contrôles de police qui étaient archi marrants. C'est des histoires qui m'ont permis de rigoler, de souffler et d'en rire aujourd'hui. J'ai pas envie de les enlever, donc je peux pas en garder qu'une. Mais une histoire, genre. Est-ce que toutes ces expériences-là inspirent ton parcours? Est-ce que ça t'inspire dans ton travail? Non, oui, ça m'inspire dans mon travail. Aujourd'hui, le Ok. nouveau spectacle que j'ai écrit, il est vraiment. C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça où j'explique que j'ai eu des hauts, beaucoup de bas. J'ai vécu certaines situations comme vous. Et au final, en fait, malgré tout ça, j'ai aucune raison de ne pas être heureux. Et juste pour revenir un petit peu sur ce qu'on se dit tout à l'heure, par rapport au sens des responsabilités, tu les as eues très jeunes. Mhm. Tu me dis qu'aujourd'hui, tu en as beaucoup, encore énormément. Déjà, plus jeune, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu estimes que c'est ce qui a fait que, bah, on va dire que tu as grandi plus vite que ton âge? Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, grâce à ça, tu es devenu mature? En fait, je t'explique. Aujourd'hui, en fait, tu me dis devenir mature, grandir. Parce Euh, qu'avoir le sens des responsabilités, forcément, ça engendre ça. Ouais, c'est une partie de maturité. Être mature, ça englobe beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis très gamin. Genre, je me prends pas la tête. Je laisse tout traîner. Y a rien qui m'atteint en soi et il y a rien d'important. Mais pourtant, j'ai le sens des responsabilités. Cette partie-là, par exemple, ma Alors, femme ou mon excuse-moi, là, entourage va trouver ça immature. Ouais. J'ai un côté très immature de ce côté-là et un côté mature dans le sens des Mais responsabilités. là, ce que tu es en train de me décrire, c'est quelqu'un qui sait relativiser. C'est-à-dire que tu peux être mature tout en gardant ton côté un peu enfantin et en gardant cet esprit en mode, bah, écoute, la vie est belle et on avance et on continue. Mais tu sais être responsable et gérer quand il faut le gérer. Et tu sais déconner quand il faut déconner, rigoler, etc., s'amuser, pas prendre les choses à la légère. Est-ce que justement, tu estimes que c'est peut-être grâce à tout ce que tu as vécu ou à cause de tout ce que tu as pu vivre que tu as ce sens de responsabilité d'un côté et de savoir bah, lâcher prise quand il faut lâcher prise? Bah, le sens des responsabilités, en vrai, c'est pas un truc que tu décides d'avoir, que t'as ou t'as pas. C'est que on te met devant le fait accompli et tu fais avec tes capacités sur le moment. Alors attention, oui, mais j'en connais beaucoup qui auraient pu ne jamais se dire bah j'ai pas envie d'aider mes parents, j'ai pas envie d'aller travailler, Ouais, j'ai mais pas envie quand t'es d'avoir devant d'un... quelqu'un qui dit j'ai faim, tu vas pas dire moi aussi. Il sait que t'as faim. Donc, le premier qui trouve une solution, il la ramène. Allez, go chercher des solutions. C'est ce qui t'est arrivé? On t'a dit j'ai faim? Bah ouais, à un moment donné, si t'es avec la maman à Leclerc, elle te dit mets ça dans ta poche, tu comprends que on peut pas le payer. Donc quand c'est organisé et que t'as ton frère, ta sœur et ta mère dans un magasin et que chacun a une mission pour prendre un truc bien précis, tu sais que
combien de fois on s'est fait attraper dans des carrefours en famille. L'autre, il avait un paquet de levure, l'autre, il avait ci, l'autre, il avait ça. On n'avait pas le droit de prendre, de voler les Kinder, on n'avait pas le droit de trucs. C'était vraiment dont on avait besoin. Voilà, moi, sur le moment, je me rendais pas compte que c'était, on va dire, grave ou que c'était honteux ou j'étais jeune à ce moment-là. Mon grand frère, lui, il s'en rendait compte. Il me disait, ouais, la honte, tu vois, on se fait attraper et tout. Ma mère, elle dit, on n'a pas le choix à ce moment-là. On avait perdu contact un peu avec mon père, tu vois. Et après, quand mon père il est revenu dans notre vie, mon père il a tout perdu, il est devenu handicapé, il a fait 5 AVC. Du coup, il fallait assumer côté de ma mère, côté de mon père. Et c'était plus de 2 fois plus de boulot dehors. Voilà, aujourd'hui, j'ai appris à pardonner, j'ai appris à passer à autre chose. Et puis voilà, c'est mon épreuve. Écoute, Dieu, il m'a donné ça. S'il m'a donné ça, c'est que je peux le surmonter. En vrai. Avec du recul, comment est-ce que tu le vis tout ça? Je vis tout ça, la vérité, au jour le jour. Je te dis la vérité, genre, au jour le jour. Là, tu as vu, je suis sur un nouveau spectacle. Mm. Je sais même pas si je vais gagner 1 euro avec ce spectacle, la vérité. Aujourd'hui, je prends une salle dans Paris, je la loue, je la paye, je ne sais pas combien. Je prends un technicien, un régisseur, un assistant, du matériel, des oiseaux, des trucs. Au final, même si la salle est pleine, je suis pas rentable. Mais je me dis, c'est Dieu qui donne la subsistance. Je fais les causes et on verra par où ça vient. Donc, au final, j'ai toujours mon intention est de nourrir ma famille. J'ai fait ce que j'aime. Dieu, il s'occupera du résultat. Le résultat ne m'appartient pas. Que ça marche ou que ça marche pas, je mets tout entre les mains de Dieu. À quel moment tu as eu ce sentiment de... Parce que c'est fou, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, mais bon, bah c'est bon, il y en a beaucoup dans le monde qui aident leurs parents et qui passent par des épreuves assez compliquées. À quel moment t'as eu ce sentiment de cette résilience, en fait, qui s'est emparée de toi? Bah, en fait, c'est que d'un côté, j'ai joint aussi l'utile à l'agréable. Ok. Le fait de pouvoir monter sur Paris quand tu voulais, tu prenais le métro sans demander. Et qu'en même temps, je voyais d'autres magiciens dans la rue. Donc, l'excuse pour ma mère et pour ma famille, c'est je vais aller chercher de l'oseille. Mais au final, j'ai allé aussi pour me faire un kiff, pour me faire Hmm. kiffer, rencontrer des gens, me balader. C'est un tout. J'ai joint l'utile à l'agréable. Donc, je ne suis pas allé juste me dire, allez, je vais aller travailler, ramener de l'argent, nourrir ma famille. Sinon, je serais allé faire le marché, j'aurais fait truc. J'ai joint l'utile à l'agréable. C'est Dieu, il m'a montré ce couloir-là, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des moments où tu t'es dit, j'ai envie d'arrêter? Oui, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus? Il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, en fait, c'est que là, on va dire, entre le dernier spectacle et celui-là, j'ai fait 1 an et quelques sans rien. Je me suis dit, je fais rien. Je me suis mis à faire de la musique. J'aime le rap, je kiffe le rap. J'ai des notions depuis le lycée et tout. Je me suis dit, allez, on va faire de la musique. J'ai envie de me faire un kiff. J'ai enregistré une vingtaine de sons, j'ai enregistré sur mon téléphone, j'ai fait un clip. Je me suis entouré des premières personnes autour de moi en termes de technicité, studio, production et tout. C'était pas, on va dire, l'équipe idéale, mais je me suis dit, let's go, j'ai envie de le faire, je le fais. C'est pas un truc que j'ai fait pour gagner de l'argent. J'ai un pote à moi qui m'a accompagné dessus, Walid, qui est avec moi aujourd'hui. Il m'a accompagné sur l'écriture, un peu sur l'univers. J'ai pris du niveau, j'ai kiffé de ouf, j'ai kiffé cette période. Et puis, quand j'ai sorti ça, des gens, ils ont pas compris, des gens qui me suivaient. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, le magicien? Il fait de la musique, il se perd, et il est ouf. Et en France, ils ont du mal, les gens à accepter que tu Hmm. fasses différents trucs. Mais moi, encore une fois, je le fais pour le kiff, je me suis fait kiffer, je l'ai fait. Ça dépend avec Donc qui. j'ai arrêté la magie, pourquoi, à ce Hmm. moment-là? C'est que j'en avais marre, on va dire, durant tout ce temps, de nourrir un truc en moi, d'ego, où je pouvais montrer aux gens que j'étais capable de faire quelque chose qu'ils ne savaient pas faire. Et que juste je prenais un ah bravo, t'es trop fort. Ça nourrissait un truc en moi. Et au final, j'ai donné quoi en fait? J'avais l'impression de rien donner. Même si je provoquais un sourire, un moment sympa sur le moment, au final, c'était pas pour faire plaisir à la personne en face de moi. C'était pour me faire kiffer moi. Et il fallait que je l'arrête, cette hémorragie-là. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'au final, même si je le fais gratuitement, même si je vais voir un enfant dans un hôpital et que je le fais kiffer, j'ai ce truc-là au fond de moi, je le fais pour lui. Hmm. Mais il y a quand même je ne sais pas combien de pourcentage, c'est pour me faire kiffer moi. Et des fois, ce truc-là, il essaie de prendre le dessus et c'est flippant. C'est flippant, c'est que je me dis au final, je fais des trucs que pour moi. J'ai arrêté. Stop, on arrête là, on arrête là, on arrête là. J'ai envie de faire des choses que pour moi. Ok. Donc j'ai arrêté, j'ai arrêté. Je suis rentré un peu dans une matrice un peu bizarre, hein. Et dans l'année, les gens, même que je croise dans la rue, hey, on ne te voit plus en ce moment sur Internet, hey, on te voit, tu fais plus de vidéos. Ouais, en ce moment, je suis en train de préparer un autre truc. Je prépare rien du tout.
on ne te voit plus et tout. J'ai laissé tomber. Et après, au final, je me suis dit, la magie, ça manque. Au final, tu sais quoi? Même pour moi-même, je prenais des jeux de cartes, je me faisais des effets à moi-même. J'avais pas besoin de me dire, t'es trop fort, j'avais pas besoin d'entendre, t'es trop fort. Hmm. On va dire, c'est comme ça, je m'étais sevré de cette sensation-là. Et en même temps, j'étais en thérapie avec une thérapeute. J'ai suivi une formation praticien PNL pour apprendre comment est-ce que les gens me comprennent, comment est-ce que je dois me faire comprendre. Il y a, je me suis remis en question sur plein de choses. Pourquoi t'as été suivi thérapie? Parce qu'en fait, je suis pas du jour au lendemain, je me sentais hypersensible, j'avais plus envie de faire de la magie, je me posais tellement de questions, j'avais peur de tout. Je sais que je pouvais publier une vidéo, en 5 minutes, je la supprimais parce que j'arrivais pas à me regarder. Je sais pas, tout s'est chamboulé au fond de moi. Donc j'ai arrêté, c'est là où j'ai arrêté. Ça t'a fait du bien D'arrêter? d'aller voir quelqu'un? Oui, vraiment. Ok. Tu sais qu'au début, je me disais, allez, je vais me pas se poser devant quelqu'un, je vais lui parler, il va m'écouter, je vais repartir, payer 80 €. À quoi ça va servir? Non, il y a des gens qui sont compétents, il y a des techniques. Il y a des techniques, c'est dingue, je savais pas. Tu sais que tu vas parler avec la thérapeute, tu vas lui raconter ton histoire, elle va dire très bien. Maintenant, regarde à gauche, tu vas regarder à gauche, elle va dire d'un coup, suis mes doigts pendant que tu racontes l'histoire, suis mes doigts. Toi, tu racontes l'histoire, tu suis ses doigts, et là, d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu te mets à pleurer, tu vides un truc. Tu souffles, tu rouvres les yeux, tu te dis attends, là, j'ai plus peur de ça. C'est dingue. Hmm. Donc, du coup, quand j'ai arrêté, je me suis dit, la magie, ça manquait au final. Et je me suis dit, ok, si je fais de la magie, si je fais un nouveau spectacle, c'est pas pour montrer de quoi je suis capable. Apparaître, disparaître, trouver ta carte, faire apparaître des trucs, ça, c'est ce que je sais faire. Tu me demandes de voler sur scène, je te ferai voler. Mais pour quelle raison est-ce que je dois faire voler quelqu'un? Pour quelle raison, si je dois trouver une carte, pour quelle raison? Il fallait que je trouve une raison à tout ça, en fait. Donc, du coup, en fait, je me suis dit, ok, moi, durant tout ce temps, j'ai arrêté la magie, c'était dans un cheminement où je cherchais juste à être heureux. Je cherchais juste à me soulager, à vivre le bonheur. Et en fait, c'est tout ce cheminement-là. J'en ai créé un spectacle qui s'appelle La Carte du Bonheur aujourd'hui, le spectacle. L'affiche, tu verras, c'est moi-même, je me fais choisir une Oui, bien carte devant le sûr, je la miroir. vois. Je l'ai vu, pardon. Et en fait, la carte du bonheur, c'est qu'au final, durant tout ce cheminement-là, je me dis, ok, d'accord, j'ai compris ça, mais tout ça, je l'avais déjà. Tout ça, je l'avais déjà. Mais ça, je l'avais déjà. Ça, je le sais déjà. En fait, je l'avais déjà entre les mains, le bonheur en vrai. C'est juste que je ne le voyais pas du bon côté. Et c'est pour ça que ce spectacle-là, aujourd'hui, quand je te fais un tour de magie, par exemple, je te donne un exemple. Si je te pose 6 bouteilles sur la table, moi, je ferme les yeux, je te dis, choisis-en une dans ta tête. Je sais quelle bouteille tu vas choisir. Ouais. Je suis magicien, j'ai mes techniques. N'importe quel magicien, tu trouveras ça intéressant. Mais maintenant, si je te pose 6 bouteilles, je te dis, je te demande pas d'en choisir une, je te demande d'en choisir 5 et d'en laisser une. T'en choisis 5. Les 5, je te demandais de boire une gorgée dans les 5 et laisse la dernière. Ok? T'auras laissé la dernière. Je t'ouvre la dernière bouteille, je la verse sur la table, c'est de l'acide, la table va fondre. T'as esquivé la dernière bouteille. Donc si je fais ce genre d'effet, c'est pour apprendre aux gens à dire, t'as vu cette eau, les 5 bouteilles que vous avez bu, il ne s'est rien passé, et ben c'est tous les jours comme ça. Vous ouvrez votre robinet, il y a de l'eau qui coule. On ne se rend même pas compte, c'est une dinguerie déjà d'avoir de l'eau à la maison, c'est une dinguerie. Chaude, froide, et qu'en fait on évite des dangers tous les jours. Donc dites merci pour ce que vous avez, et merci pour ce que vous n'avez pas. Parce que la bouteille d'acide ressemble à la bouteille d'eau. Donc si tu as esquivé cette bouteille, c'est qu'il y avait une raison. Et la personne, elle a esquivé, elle ne savait même pas qu'elle l'avait esquivé de base. Donc dis-toi, tous les jours, on esquive des problèmes de fou, on esquive des accidents, on esquive des trucs de dingue, et on rentre chez nous en faisant la gueule, en se disant putain, je suis épuisé aujourd'hui. C'est fou parce que ce que tu es en train de me dire, c'est que d'une certaine manière, la magie, c'est de la philosophie. Et ouais, donc j'avais besoin de vraiment de raconter ce truc-là. Par exemple, Ok. je fais un tour de magie, je connais un tour de magie, par exemple, avec un morceau de pain. Avec un morceau de pain. Maintenant, au lieu de prendre un morceau de pain tout nouveau à la boulangerie, bah, tu sais quoi, je vais prendre le pain euh, de la veille à la maison, je vais le ramener sur scène et je vais expliquer l'histoire de ce pain. C'est que avant, quand je voyais que le bout de mon nez, bah, si je voulais me faire une tartine et que je tombais sur un pain dur, je me disais, putain, vas-y, y a pas de... j'ai envie de faire une tartine, je peux même pas me faire une tartine. Alors que maintenant, en vrai, quand tu vois le bonheur de l'autre côté, tu te dis, hey, c'est dingue, j'ai du pain dur, je peux faire de la chapelure, des croûtons, du pain perdu, je peux donner à manger aux pigeons. Et je peux même faire, regardez, là, la magie rentre en jeu. Il y a une histoire, il y a un lien avec ce pain dur. J'ai vécu un truc avec ce pain. Je le raconte. Ok. C'est fou.
Je raconte le bonheur avec juste ce pain. Le magicien, il va dire, les amis, ce soir, j'ai ramené un pain traditionnel. Mais pourquoi tu me ramènes un pain? Moi, je te ramène un pain parce que je vois le bonheur dans ce pain maintenant. Voilà pourquoi je le ramène. Tout ce qui touche au bonheur, maintenant, je le mets dans mon spectacle. Je dis aux gens, regardez, vous l'avez déjà ça. Ça, vous l'avez déjà. Ça, vous l'avez déjà. Ça, vous ne le voyez pas. Et ça, vous ne le voyez pas. Et regardez, avec un tour de magie, vous le voyez. Tu fais réfléchir ton public d'une certaine manière. C'est le but. Ok. Carrément, j'en ai fait une vidéo. Je t'ai posé. Je dis, mais tu sais quoi? Les gens qui prennent une place à mon spectacle, si toi, tu prends une place pour mon spectacle, par exemple, tu veux venir, tu as pris une place, toi et ton mari ou ton copain ou qui tu veux, et que tu connais un pote à toi, une amie à toi, ou un proche, un cousin, un neveu qui est en dépression, si tu veux le ramener à mon spectacle, sa place, elle est gratuite, elle est offerte. Viens, j'ai besoin de te raconter ça. Il y a des trucs à raconter à ce moment-là. Genre là maintenant, je suis content de jouer ce nouveau spectacle parce que j'ai quelque chose à raconter. Alors qu'avant, j'avais juste des choses à démontrer pour nourrir quelque chose de mauvais en moi. Mais écoute, j'ai vraiment hâte de venir le voir, ce spectacle. Donc, durant toutes ces années, les gens, ils ont vu un Kader Bueno, d'accord? Un Kader Bueno qui était dans la démonstration. Même si le personnage, il était gentil, même si je donnais de l'argent dans la rue, je faisais apparaître des trucs à des mamans, tout ça, c'était le côté humain qui était aussi naturel chez moi. Je ne le faisais pas dans les calculs, je te rassure. Mais au fond de moi, il y avait quand même cette partie de « regardez, je suis quand même fort ». Ok. Cette partie, j'ai essayé de la tuer au maximum pour avoir quelque chose de pur à ce spectacle. Et bien sûr, il y a un truc dont je suis obligée de parler, c'est le fait que tu aies beaucoup changé, Eh oui. ta transformation physique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous expliquer en quoi est-ce que cette transformation, est-ce qu'elle est liée d'une certaine manière à une évolution intérieure? Bah, moi, les gens, ils m'ont toujours connu grassouillé. J'ai toujours été en surpoids. Et c'est quelque chose que j'ai assumé, tu vois, durant toute ma vie. J'ai même joué dans les Secpa, la web-série, en étant gros, on me voyait torse nu, normal. Avec le temps, voilà, je grandis et tout, et j'aspire à autre chose. T'as vu, il y a un moment, faut se marier, faut avoir des gosses. Et cette image de moi gros, c'était vraiment le Kader enfant. Et puis aujourd'hui, on est dans une société, on va pas se mytho, c'est une société qui est grave grossophobe. Bien La sûr. vérité. T'as vu le premier truc au feu rouge que la personne va klaxonner, c'est avance, gros porc. Premier truc qui va sortir. Tu vois, c'est. Donc dis-toi que si déjà c'est la première truc qui vient à l'esprit des gens, juste au feu rouge, donc imagine même pas dans toutes les autres catégories de choses de la vie, ça intervient. Déjà juste dans un rendez-vous, t'as une personne en face de toi qui est en surpoids. Moi, je n'ai pas cette réflexion. Mais tu sais qu'il y a des gens qui disent, mais attends, prendre au sérieux, lui, il prend même pas soin de lui, qu'est-ce qu'il va prendre soin de nos affaires, truc. Tu vois, genre, même s'il il le dit pas verbalement, il y a un truc inconsciemment qui se passe. Donc ça, je l'ai un peu compris avec le temps et tout, et puis après, il y a les commentaires méchants qui commencent à rentrer, tu vois, en jeu sur Internet. Les commentaires méchants commencent à rentrer en jeu, où tu vois, tu prends un peu plus de niveau, un peu plus de followers, et là, tu ramasses des gens pas que gentils, tu vois. Et je recevais des messages de gros, et entre chaque vidéo, ouais, t'as grossi, ouais, t'as grossi. Du coup, là, ça y est, ça regarde plus ce qui se passe entre mes mains, ça regarde mon poids maintenant. Genre, le poids, il est plus fort que la cicatrice que je cache, plus fort que le tour de magie. Genre, t'as regardé, des gens, ils se sont tapés une vidéo de 4 minutes. Moi, en train de compter des cartes, en train de faire apparaître un téléphone dans un melon, dans un truc, il y a 9 caméras, il y a des gens, il y a tout un délire. Le seul truc que t'as retenu dans ça, c'est mon putain de ventre. Putain de merde. Ça m'a fait chier. Ok, donc on va maigrir. Je fais du sport, je fais des régimes. Je perds des 15 kilos, j'en reprends 20. Parce qu'il faut savoir, la nourriture, c'était un refuge aussi pour moi, tu vois. C'était un refuge, genre je mangeais mes émotions. Et du coup, dans ce cheminement-là, là où j'arrêtais la magie, c'est là où j'ai perdu du poids. Je me suis dit, écoute, j'ai envie de perdre du poids. J'en ai beaucoup perdu. Et puis, la vérité, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Je dis pas qu'avant, je me sentais mal. On m'a fait sentir mal à un moment. Et puis, j'ai changé pour être moins vulnérable. Est-ce que professionnellement parlant, tu as ressenti une différence? Bah, tu sais qu'il y en a plein, ils vont me dire... Enfin, au début, ils me disaient, ouais, mais après, tu vas maigrir, tu vas perdre ce truc de nounours que tu avais sur scène. Je monte sur scène, ça rigole autant, ça rigole même plus. C'est juste que je ne fais plus de vannes sur mon poids ou sur le poids des gens, parce que je sais que ça peut vexer en vrai.
Et puis, on peut rigoler de plein d'autres choses. Et puis, pour moi, pour provoquer du rire, c'est pas le physique, c'est une énergie. C'est quelque chose que tu dégages. C'est une onde. Cette onde-là, elle change pas avec le poids. Si tu es quelqu'un de bien, si tu maigris, tu vas pas devenir quelqu'un de mal. Donc, si tu es quelqu'un de drôle et que tu maigris, tu vas pas devenir quelqu'un de pas drôle. C'est juste que les gens, ils auront du mal à s'adapter. Ils vont se trouver une raison, un attachement. Ils vont se dire, ouais, mais on te préférait avant. C'est juste parce qu'ils ont du mal à s'adapter. Mais t'inquiète pas, le temps d'adaptation, il va se faire. Ils n'ont pas le choix que de s'adapter parce que tu vas pas regrossir pour les gens et tu vas pas te tuer pour les gens. Donc, ils vont s'adapter. Une fois qu'ils vont s'adapter, bah, ces commentaires, ils vont disparaître. Moi, regarde, quand j'ai perdu du poids, que des commentaires sur mon poids, sur mon poids, sur mon poids. Pourtant, je me tuais à faire des vidéos. Et sauf qu'à un moment donné, ils sont habitués. Là, je publie une vidéo hier. Sur 400 commentaires, t'en as que un sur mon poids. Ah, un nouveau. Génial. Justement, pour parler un peu plus de ton métier, la plupart des magiciens font de la magie, soit de l'humour. Toi, tu as décidé de faire les deux. Pourquoi? Mais en fait, j'ai pas décidé à la base de faire les deux. À la base, moi, ce qui me passionnait, c'est la magie. D'accord? Donc, quand tu fais un tour de magie à quelqu'un, euh, ta réaction devant un tour de magie, c'est quoi? Là, tout de suite, disons, un objet il disparaît devant toi. Paf, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, je suis fan de magie. Ok, mais quand t'es fan, c'est quoi? Tu pleures, tu rigoles, tu se passe Je quoi? suis impressionnée. T'es impressionné. Quand on est impressionné, c'est ah, oh, oh, on ne sait pas. En fait, c'est une émotion qu'on connaît pas en vrai quand on est impressionné. Tu sais qu'il y en a, ils pleurent quand ils sont impressionnés. Hier, Ok. j'ai fait un tour de magie dans un restaurant, je te jure. C'était une jeune Sénégalaise. Elle a pleuré devant le tour de magie. Elle savait pas comment réagir. T'as des Japonais, ils vont crier. T'as des Européens, ils vont rigoler. Chacun, il va ramener l'émotion la plus proche, tu vois, pour exprimer l'étonnement. Ben, en fait, généralement, en France, quand tu fais un tour de magie à quelqu'un, il rigole. Donc, au final, même si tu fais pas de vanne, tu as ce truc un peu humoristique qui est déjà lié au tour. Et maintenant, un jour, je fais une scène ouverte. Je suis jeune, je fais une scène ouverte. J'arrive à la base, j'ai un costume, je te disais, je jouais avec un costume et tout, qui était plus grand que moi. Je sortais de cours, j'ai pas eu le temps d'aller chercher mon costume à la maison et tout. Je suis allé directement du lycée à la scène ouverte. Je suis allé avec mon teddy rouge, bonnet rouge, mon sac à dos. Et je suis monté sur scène comme ça. Et j'ai même pas eu le temps de finir de préparer mon tour. J'arrive, je le rate. Les gens morts de rire que je rate mon tour. Comment tu l'as vécu, toi? Mais attends, moi sur scène, je suis en teddy, en mode collégien, vraiment. Genre dans ma tête, je rate mon tour, les gens ils rigolent. Moi dans ma tête, ça fait, mais attends, les gens ils rigolent de moi, du tour, du truc. Attends, déjà que je suis là tout de suite, je suis conscient que j'ai raté. Ça arrive, je m'en fous. Mais ils rigolent. Je vais continuer à rater. On fait tomber des cartes et je fais ci, je trébuche. Il y a eu 0 tour de magie en 7 minutes sur scène. 0 tour de magie. Que des gens qui ont rigolé devant des tours qui ont raté. Donc je me dis, mais au final, ce truc d'étonnement, ce truc que je cherche à nourrir, que je cherche à avoir, je peux l'avoir en faisant pas que de la magie. Je peux rater, je peux faire des blagues. Donc, du coup, ok, je fais des. Du coup, ce truc-là, je le structure et je rajoute de la magie. Ça fait étonnement rire. J'ai les trucs, j'ai 2 rires, mais pas de la même version, pas pour les mêmes raisons. J'ai double émotion. Je me dis, c'est dingue. Et du coup, là, j'ai bossé sur ça. Ok, donc en fait, t'en as fait ta force. J'en ai fait ma force. J'ai raté un jour et j'en ai fait. T'aurais pu tomber et te dire, ok, vas-y, tu sais quoi, je me suis ramassé, je reste au sol. Mais toi, tu t'es dit, ok, Ouais, à ce moment-là, je me relève. il y avait besoin d'argent, il fallait se relever. Ouais. Ça se tient, c'est un argument. Alors, Kader, comme je te l'ai dit, moi, je suis une grande fan de magie. J'aime Ouais. trop ça. Ça m'impressionne, je kiffe. Je trouve que pour passer un bon moment, c'est incroyable. Et du coup, pour me faire un petit kiff, tu veux bien me faire un tour de magie? Allez, let's go. Vas-y. Pourquoi pas. Allez, j'arrive, je vais me poser là. Vas-y, je te laisse te rapprocher. Ici, j'ai une balle. Ouais. Ok. Une balle mousse, tu peux vérifier la balle. Vérifier, on sait jamais, il n'y en a pas une deuxième dedans, tu sais, des fois, je sais pas. Non, c'est bon. C'est bon, ok. Oh, tu as de vérifier, on sait Oui, jamais. oui. Tu vérifies bien, s'il te plaît, très important, vérifie bien. Ok, attends. Ouais, faut bien. Je remonte les mains, Ok. comme ça, tu me dis pas je triche. Ouais, c'est bon. Très bien, nickel. T'as vu, des fois dans la vie, genre, tu peux en réalité t'isoler parce que tu te sens un peu perdu. Il faut Ouais. changer d'endroit et tu te sens merveilleusement bien, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est bizarre un peu. Waouh, ok, d'accord. Fais-le, essaye pour voir, regarde, mets dans ta main. Fais ça et ça va passer de l'autre côté normalement. Non, ça marche pas. Ok, ouvre tes mains. Ok, ouvre tes mains. En fait, c'est simple, t'as vu si j'en laisse une dans la main, tu vois, tu la laisses de l'autre côté, ferme dans ta main. Ouais. Tu vois, c'est comme un couple, ça fait toujours par se rejoindre comme ça, regarde, tu vois. Ouais. Ouvre ta main.
T'as vu, t'as les deux, c'est simple. Mais c'est quoi ça? Mais pas, je dis que c'est de la sorcellerie. Ok. Tu vois, c'est simple. Ouais. Non, en fait, en vrai, regarde, je t'explique. Ouais. En vrai, c'est quoi? C'est que les deux, tu les mets ensemble. En fait, c'est que moi, je te fais croire que je t'en mets deux, mais en vrai, je t'en mets trois. Tu vois. Non, tu m'en as mis 2. Bah, tu sais quoi? Attends, bouge pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouvre. 9, 10, 11, 12, 13. Wesh! Ouais, donc là, tu peux. Alors attendez, parce qu'ils vont croire que je suis complice. Je suis pas du tout complice. Du tout. Ok. Tiens, dis-moi, est-ce que t'as une bague? Oui. Ok, tu peux me passer une bague? Yes. Celle-ci? Ok, tu vois la bague. D'accord. Tu vois ta bague? Ouais. C'est un truc très simple. Regarde, tu vois, on va essayer de donner de la vie. 1, 2, 3, comme ça, regarde. Et là, t'as la bague qui vole comme ça, tu vois. Et tu peux tourner autour. Tu peux passer en dessous, au-dessus. Et ta bague elle vole. Non mais je rêve. Regarde, tu tournes autour, hein. Tu poses le dos comme ça. Tu te concentres. Et elle descend. Magie. Des questions? Vous êtes combien Nous à sommes- travailler ensemble? Nous sommes tout seuls. Bizarre, nous Waouh, sommes incroyable. Je suis Attends, impressionnée. attends, attends. Merci beaucoup. seuls. Attends. Pour une gardienne de vie aussi, tu dois dire. Non mais Tu dois dire waouh. en kabyle, non, en fait. Alors déjà en arabe ce serait compliqué, mais en kabyle. Ok. Waouh, c'est fou. Putain mais attends, ça c'est sorti de ma main ça? Ok, je les garde jusqu'à la fin. Tu On peux. sait jamais si tu me refais un petit tour de passe-passe avec. Allez. Waouh, je suis impressionnée, vraiment, c'est un métier qui est ultra fascinant, je trouve, et je comprends le fait que ce soit une passion, et je suis ultra respectueuse et admirative du travail que tu fais. Merci beaucoup. Et vraiment, ne lâche pas, parce que, sincèrement, tu veux que je te dise une chose, et c'est vraiment pas pour te flatter ou autre, mais moi, j'ai 2 références en magie, on va dire, un peu connues au niveau de la télé, au niveau des réseaux et compagnie. C'est Eric Antoine et toi. Et toi, et franchement, je suis vraiment impressionnée. Je les garde parce que vraiment, je suis choquée de comment est-ce que tu as pu faire ça, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Je vais mener ma petite enquête. J'avais encore 1001 questions à te poser, mais déjà, tout ce que tu m'as livré, c'est déjà énorme. Ça nous a permis un petit peu d'en savoir un peu plus Ça sur fait toi. plaisir. Comme je te disais, moi, c'est vraiment l'homme derrière l'artiste qui m'intéresse. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire à la fin de mes ITV, à chaque fois, c'est que je vais te demander de regarder la caméra, juste devant, là, et d'imaginer le Kader qui avait 10 ou 15 ans. Si tu pouvais lui adresser un message, si tu pouvais lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh, Attends. Waouh, Eh ben écoute, moi aussi j'ai une petite tour de magie. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'est une très bonne question. Je pense que ce qui aide beaucoup mes invités en général, c'est vraiment quand tu fixes la caméra et que tu imagines vraiment toi à cet âge-là. Ah ouais? Ouais. Ok. Tout est plus simple quand tu sais que tout n'est que l'œuvre de Dieu. Donc, accepte et tu seras heureux. Putain, la vie de ma mère, c'est ça que je voulais me dire. C'est vrai? C'est vraiment dingue ce que tu m'as dit. Regarde la caméra. Ouais. Oh, c'est dingue. On arrive plus facilement à visualiser comme ça. Eh ouais, c'est vrai, hein. Ok, donc c'est vraiment ça que t'aurais Ouais, aimé lui vraiment. dire. Parce qu'il y a des moments de flou, en fait, où il y a des moments doute, parce que même si tu veux faire le mec fort, même si tu veux truc, il y a des moments où t'es seul, tu vois, et t'as rien sur quoi se reposer. Rien. Donc si le dernier, genre le truc le plus ultime sur lequel tu peux te reposer, c'est Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Kader. C'était génial de pouvoir échanger avec toi. Franchement, j'aurais pu continuer encore longtemps. Je pense que je vais t'inviter pour un autre épisode parce que j'avais Mais encore ouais. plein de questions à te poser. moi, je suis là. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas. Moi, Et si tu peux nous dire rapidement en 3 secondes ton actu, donc ton spectacle, ton Je prochain joue mon spectacle. spectacle tous les dimanches à la Comédie de Paris. À la Comédie de Paris, c'est à 17h, d'accord? Il y a écrit 17h30, mais c'est 17h. Parce que les gens ils sont en retard et ça me rend ouf. Donc voilà, 17h. Voilà, c'est un spectacle familial, sans vulgarité. La carte du bonheur, voilà, donc vous pouvez venir en famille avec vos enfants de 7 ans à 107 ans, on comprend très bien. Donc voilà. Qu'on viendra voir avec grand plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. C'était génial tout ce que tu as pu Et t'as partager. fait partie aussi du voyage de Life. On a Oui. failli faire partie du même voyage. Exactement. Mais moi, j'étais au Niger et toi, tu étais où? En Éthiopie. En Éthiopie. Et bah, en tout cas, le spectacle aussi est sponsorisé par Life, puisque chaque place achetée, c'est un repas qui sera remis à quelqu'un dans le monde. Trop bien, trop Donc bien. voilà. Ma raison de plus pour aller le voir, je vous invite grandement à aller le voir. Eh ben, Déjà pour l'artiste et encore plus
pour les projets qu'il soutient. Et puis, on se dit à très vite parce que vraiment, je pense qu'il y a 2-3 petites choses que je vais te proposer. Donc on risque de se Génial. revoir très vite. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi et d'avoir regardé cet épisode. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix 2.